J'appelle donc maintenant notre premier patron atypique que vous avez peut-être croisé si vous êtes arrivé à pied pour profiter de la chaleur printanière dans le jardin des Tuileries. C'est Bernard Rébier, le patron de... No place to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Vous êtes donc le créateur de Fermob, qu'on a pu voir aux Tuileries. Et puis on va voir défiler derrière nous, dès que ça va se mettre en place, un certain nombre de photos des produits que vous développez. En 1989, Aude de Thuin le disait, le monde était bipolaire et vous reprenez une petite ferronnerie. On vous dit, votre entreprise n'est pas compétitive, la main-d'œuvre est trop chère, vous ne devriez pas exister. Donc ma question est, qu'est-ce que vous faites là ? Voilà, non mais c'est tout à fait comme ça qu'il faut le voir. Bonjour à tous. Je me suis reconnu en partie dans les propos de Norbert Alter. Suis-je typique, atypique ? Ai-je un déficit social ? Je vous laisserai en juger. Voilà, alors vous ne me connaissez pas, mais certainement, en voyant les photos, vous allez reconnaître mes produits et en tout cas un certain nombre d'implantations un peu partout dans le monde. Alors moi, je reprends un atelier de ferronnerie, 10 personnes, en 1989. C'est un métier très traditionnel, le travail du métal. C'est un métier relativement manuel. Et d'abord, quand je reprends ça, tous mes amis me disent, vu ce que j'avais fait avant, qu'est-ce que tu vas faire dans ce domaine ? Et lorsque je démarre dans ce métier, en commençant sur le plan commercial, le salon, etc., tout le monde me dit, vous ne pouvez pas exister, vous ne pouvez pas vous développer en France et à l'étranger. Bon, et en gros, on est passé de 10 à 200 personnes. Nous entamons notre 23e année de croissance consécutive et un business plan très facile, puisque chez nous, c'est assez primaire. On double le chiffre tous les 4 ou 5 ans, et ça fait un quart de siècle que ça dure. Voilà. Alors, ce qui vous intéresse derrière, c'est comment ça marche. Un peu, oui. Voilà, un peu. Et vous m'avez demandé notamment de témoigner sur le thème de l'exportation. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui exporte à peu près la moitié de sa production dans une quarantaine de pays dans le monde. Alors, quand j'arrive au milieu de cet atelier, 10 personnes, je leur dis, nous sommes une entreprise mondiale. Et là, la première réaction, c'est les 10 personnes se disent, on n'a pas de chance, on est tombé sur un fêlé. Ça, ils me l'ont avoué quelques années plus tard. Et une seule personne donc, qui est dans les bureaux, là, un peu secrétaire, et je lui dis, vous parlez anglais ? Elle me dit non. Je lui dis, bon, on va faire un test. Table, comme on dit, table, chaise, chair, bravo, vous parlez anglais. Hein, donc pas de souci, on peut faire de l'export. Je peux vous dire que c'est la meilleure chose que j'ai faite dans cette entreprise, de montrer avec détermination et simplification la vision que j'avais de l'entreprise. C'est-à-dire, je voulais que ce soit une entreprise mondiale sur son secteur et sur son créneau. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat immédiat ? D'abord, pour reprendre l'histoire, table, un chair, etc., d'emblée, et j'ai évidemment embauché rapidement des collaborateurs, tout le monde a compris que chez nous, voilà, c'était international, et instantanément, mes bases de données étaient en anglais, en allemand, en français, étaient trilingues, ce qui, dans une entreprise de 12 ou de 14 personnes, il y a un quart de siècle en arrière, n'était pas si courant que ça. Donc, je me permets de témoigner le rôle d'un patron et de pouvoir simplifier une vision et d'exprimer de façon très pédagogique. Alors, soyons clairs, je ne me prends pas, il ne faut pas prendre ces formules telles quelles au premier degré, mais elles ont eu une influence pédagogique, elles ont encore une influence pédagogique très importante sur l'ensemble du personnel. Alors, est-ce que je vous sors le slogan d'aujourd'hui ? Oui, allez-y. Voilà, alors le slogan d'aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu pour stratégie de consolider marché par marché plutôt que d'aller me disperser de partout. Et donc, il y a 3 ans, j'ai réuni l'entreprise, donc là, on était un peu plus nombreux, et je leur ai dit, on va envahir l'Asie. Voilà. Et derrière cette formule... Pas soigné. Non, là, ils ont compris, puisque comme en gros, on a réussi pendant toute la première partie de l'histoire, ils ont compris la détermination et que c'était bien là l'expression d'une stratégie. Nous allions, sur le long terme, mettre ce qu'il fallait en œuvre. Et donc, on a commencé il y a 3 ans, on vient d'ouvrir showroom à Shanghai, à Séoul, en Inde, etc.
Voilà. Alors, Norbert Alter le disait tout à l'heure au sujet des différences et des normes. Parlez-nous un peu de la différence de perception. C'est-à-dire que quand vous arrivez à New York, je sais plus ce que vous équipez à New York, mais vous êtes présent un petit peu partout. Quand vous croisez les gens de Google là-bas, ils vous disent « Ah bah vous êtes une boîte fondée sur l'innovation, vous êtes un peu comme nous ». En France, personne ne vous dirait que vous ressemblez à Google. Exact. Alors, il se trouve que nous avons aujourd'hui à peu près 12 000 chaises dans différents lieux de New York, de Times Square à la Green Line, devant l'Apple Store, etc. et tout. Et c'est vrai, alors bon, souvent on me demande comment vous avez réussi ça. Alors évidemment qu'un seul jour, on n'a pas appuyé sur un bouton pour vendre 12 000 chaises. Il y a derrière ça de la pugnacité, je parlais de détermination, de la pugnacité et du travail. Et effectivement, une absence de complexe. Je pense qu'il faut être un peu narcissique, avoir un peu d'orgueil dans le bon sens du terme, et être tout à fait décomplexé à tout niveau. Et il est vrai qu'au-delà des deux piliers de la stratégie que sont, vous l'avez cité, l'international et l'innovation, bon, nous avons également depuis quelques années mis en œuvre les codes d'une marque avec un certain nombre de valeurs, entre autres la joie de vivre, la couleur, enfin, vous pouvez les voir à travers ces photos. Et c'est vrai que quand on équipe les bureaux de Google sur New York, je leur demande pourquoi, ils me disent ben oui, vous nous donnez l'impression d'être une boîte comme nous, sur le plan d'innovation, sur le plan de la souplesse, de la jovialité, etc. Alors, ce qu'il faut décrypter derrière ça, c'est que pour avancer, et en tout cas c'est ce que je mets en œuvre chez moi, contrairement à une idée répandue qui voudrait faire croire que les hommes ne peuvent faire qu'une seule chose à la fois, mon rôle est d'essayer à la fois de regarder juste devant moi, et tout en regardant au loin, c'est l'histoire de la vision. Et je peux vous dire qu'en 1989, j'ai dit il y a deux piliers, innovation et internationalisation. Je rajouterai ensuite la marque. Vous me reposez la question sur la stratégie de l'entreprise. Elle n'a pas changé d'un iota. Voilà. Derrière, ce qui permet aussi de, lorsqu'on ose, on fait peur, évidemment. Il faut avoir des éléments rassurants pour l'ensemble du personnel. Et nous sommes une entreprise qui a mis en œuvre des valeurs, qui les a d'ailleurs formalisées. Et je peux vous dire qu'en période notamment de crise ou d'incertitude, le fait d'avoir des valeurs transparentes au sens de connues de tout le monde, permet à chacun de se dire, bon, peut-être qu'on ne comprend pas bien où il veut aller, mais ces valeurs-là qui nous ont été indiquées, ce sont des benchmarks qui sont utiles pour tous. Deux autres points. Il y a une grande banque des années 80, je crois que c'est le Crédit Lyonnais, mais j'étais vraiment tout petit dans les années 80, qui avait fondé toute sa com sur le pouvoir de dire oui. Et vous m'avez expliqué, si en fait j'en suis là où je suis 23 ans après avoir repris la boîte, c'est parce que j'ai compris qu'un patron, il devait avoir le pouvoir de dire non. Tout à fait. Un autre, alors à côté de ce maître mot, le pouvoir de dire non, avec le sens de l'anticipation. Pour la petite histoire, cet atelier de ferronnerie avait un client principal, lorsque je le reprends en 1989, qui était Carrefour. Et la première décision que je prends, c'est d'aller voir ces gens-là, de leur expliquer ma nouvelle stratégie. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur le plan commercial, produit, etc. Mais en disant que je vais supprimer toutes les ristournes et tout, etc. Et la première décision que je prends, je dis je veux sortir de la grande distribution alimentaire. Donc, et pourquoi ? Parce que, d'abord parce que je suis peut-être un peu indépendant de caractère, mais c'est vrai que ce pouvoir de dire non vous confère une liberté et une autonomie par rapport à votre vision qui me paraît particulièrement importante et nécessaire. Alors, ce que je voulais aussi vous rajouter, je disais au début, on nous a souvent dit qu'on ne devrait pas exister. Sur les salons, pendant, on va dire, les 8 ou 10 premières années, on nous disait « Ah, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas une entreprise française, vous êtes italien, vous êtes etc. » et tout. Bon, c'était quand même assez cocasse. Je dois dire aussi qu'à l'époque, la valeur ajoutée du design, qui est l'une des composantes de l'approche produit de Fermob, était assez peu partagée dans l'industrie française, même si je dois reconnaître qu'aujourd'hui, ça a très très favorablement évolué. Ce que je voudrais ajouter aussi dans le fait d'oser, c'était mentionné tout à l'heure, l'une des citations était « La France, c'est une valeur ajoutée ». Je voudrais tout à fait témoigner sur le sujet. Nous ne nous rendons pas assez compte de l'impact, de la signification de la France en termes, alors design, oui c'est mon domaine, mais plus largement culture, racines. Lorsque je vends des sièges
à l'université d'Harvard. Je suis convaincu que quelque part, puisque je leur vends la gamme Luxembourg qui est inspirée des sièges Sénat que nous livrons pour le jardin éponyme, je suis convaincu qu'Harvard achète un peu du quartier latin, de la Sorbonne, achète un peu du siècle des Lumières. Et on ne se rend pas compte de ça. Lorsque nous équipons Times Square, je demande au président de Times Square Alliance pourquoi vous nous avez choisis. Il me dit, bon, premièrement, il y a un parc à côté, ça fait 10 ans que je vois vos chaises, elles sont solides. Mais nous, on veut du design et de la culture. Design et culture, on pense à la France. C'est fabuleux, je veux dire, comme remarque. Je dirais, à la limite, j'ai aucun mérite à lui avoir vendu mes sièges. Une petite dernière question avant qu'on se sépare. Vous voyez que maintenant, la salle est parfaitement remplie, donc fidèle à la légende des Parisiens qui ont un tout petit peu de mal à arriver à 8 heures. Et j'engueule pas ceux qui arrivent en retard, hein, c'est très bien, peut-être des raisons. Vous êtes dans la culture, effectivement, on sait que c'est ce qu'il y a entre guillemets de plus simple à exporter quand on est français, parce que vous avez cette image et puis ces siècles de réputation qui nous précèdent. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez fait, c'est reproductible dans d'autres business? Parce que là, il y a sans doute des gens qui ont envie de se lever, qui sont d'accord avec Hôte de Thuin pour dire qu'il ne faut pas être décliniste, qui ont envie de développer quelque chose, mais qui se disent que le climat n'est pas favorable, que la main-d'œuvre est trop chère, qui ne devrait pas exister et qui devrait être italien, si je vous suis bien, sur là où vous étiez en 89. Est-ce que, encore que italien aujourd'hui, c'est pas forcément compliqué. Pas le bon modèle, on est d'accord. Évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est reproductible ce que vous avez fait? Oui, moi je réponds sans hésitation oui, j'en suis le témoin. Alors, on a parlé d'innovation. Bien entendu que derrière cette expérience d'exportation dont je témoigne, il y a beaucoup d'innovation à tout niveau. Il y a de l'innovation au niveau produit, il y a de l'innovation sur le plan social. J'étais hors la loi pendant de nombreuses années. Nous avons un métier saisonnier et nous avons annualisé le temps de travail il y a 20 ans. C'était interdit par la loi, non, mais on l'avait fait. Alors, l'innovation également dans le management et l'intervention de tout à l'heure, j'allais dire, était sur un certain nombre de pistes là, qui me plaisaient bien. Alors, moi, je voudrais quand même, en 10 secondes, et pour terminer, vous faire part de, finalement, enfin, pas vous transmettre un secret, mais j'emprunte à je ne sais pas qui, à quel Will me pardonne, le fait qu'il est tout à fait possible de prévoir l'avenir. C'est très facile. Il suffit d'avoir un projet et ensuite de le mettre en œuvre. C'est le meilleur moyen de prévoir l'avenir et donc derrière, anticiper, etc. Et tout. Voilà. Merci je pour... crois que c'est... Ouais. On retrouvera la citation pour tous ceux qui ont des smartphones. Je crois que c'est Elisabeth Tessier, hein, mais je ne suis pas sûr. Il y a la première question qui nous arrive, et je vous la pose puisque vous êtes là, c'est faut-il tout oser et comment trouver nos limites? Parce qu'effectivement, on se dit, il est en Bourgogne et il se dit, je vais envahir l'Asie. Normalement, enfin, on en parlait tout à l'heure, Perfit, il parlait plutôt du fait que ce serait dans l'autre sens. Comment est-ce que vous dites le péril bleu-blanc-rouge pour l'Asie, quoi? La question de la limite, de jusqu'où aller et à quelle vitesse est une question très importante. Je n'ai pas la réponse. Je veux dire, en permanence, je me dis, nous aurions dû ou pu aller plus vite. Je ne sais pas répondre à cette question. En tout cas, c'est fabuleux d'aller tutoyer ses limites. Et puis, c'est de l'ajustement, j'allais dire, dans la vie et puis dans la réactivité face aux circonstances, parce que tout ne se passe pas exactement comme vous pouvez l'envisager. Eh ben, merci infiniment pour cette humilité finale. Et on vous laisse juste derrière.